C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canal M. C'est l'épisode 61. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle. Est-elle assez inclusive pour nos communautés queer? Et quels sont les défis de l'IA pour les personnes LGBTQIA+. Papessa, un récit initiatique trans unique au Centre du théâtre d'aujourd'hui à Montréal. La diversité queer aux Oscars à Make America Queer Always et à la chronique Ma vie en cinéma queer, on parle de films d'amour de l'arc-en-ciel. L'heure où l'arc-en-ciel se lève du 29 janvier 2024, où l'amour, comme l'intelligence, ce n'est pas artificiel. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Lundi dernier, je suis allé voir le spectacle Papessa. C'est un spectacle saisissant. L'artiste Misha Rautenfeld se réapproprie son histoire dans laquelle elle découvre son identité plurielle. Une histoire parfois assombrie par la honte et la violence des hommes, mais aussi marquée par l'amour des femmes. Dans Papessa, l'artiste prend la parole dans un mélange de mots, de musique et de mouvements. Et c'est un spectacle assez surprenant. Nous recevons donc Misha Rautenfeld. La tradition, Misha, à cette émission est de demander aux nouvelles personnes qu'on reçoit les pronoms et les accords qu'elles utilisent. Dans ton cas, ce serait quoi? Donc moi, j'utilise le pronom yel et tous les accords en ce moment. Tous les accords sont N'importe bons. quoi. D'accord. Ouais. Alors, là, je vais faire quelque chose que je ne fais pas beaucoup. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Misha. Dobry wieczór. Bonsoir. Je l'ai bien dit? Ouais, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ah, j'espère que je le dis bien parce que j'ai voulu essayer un petit mot de russe parce que cette langue, tu la parles et elle se retrouve dans ton spectacle. J'ai donc compris que tu avais des origines slaves. Et comment cette partie de toi a-t-elle influencé l'œuvre que tu nous présentes, Papessa? Ouais, bonne question. Ben, en fait, le russe, c'est pas une langue que j'ai appris. Dans le sens, je l'ai jamais étudiée, cette langue-là. Je l'ai vraiment apprise seulement par l'oreille. Donc, c'est une langue qui a une place assez spéciale en moi parce que je la parle, je la comprends, mais en même temps, elle est comme très loin. Et quand je la pratique pas, je la perds très vite. Donc, je suis souvent allée en Russie. J'ai aussi passé du temps en Biélorussie. Puis ces voyages-là m'ont toujours permis de garder cette langue vivante en moi. Donc, c'est comme une partie de moi qui est en dormance, qui est là, mais que j'arrive pas très bien à saisir, je pense, parce qu'elle est hors contexte, parce que j'ai jamais vécu là-bas vraiment. La période la plus longue que j'ai passée là-bas, c'est 9 mois, 1 an. Donc, ouais, je dirais ça. Donc, dans ton spectacle, on le sait, tu déconstruis à peu près tout ce qui peut exister de codes sociaux. Je pense que j'ai raison de dire ça quelque part, à commencer par les codes du spectacle. Raconte-nous ce que tu fais au début du spectacle, d'abord. D'accord. Ouais, c'est ça. J'ai gradué de l'École nationale de théâtre. Donc, tu sais, j'ai une formation en tant qu'interprète de théâtre. Avant, j'étais plus interprète en danse. Donc, mon rapport, j'ai aussi une pratique en performance. Donc, mon rapport au théâtre, à la scène, est beaucoup influencé par mon corps, puis par mes réflexions reliées au performatif. Donc, c'était important pour moi de tout d'abord reconnaître qui était dans la salle avec moi, qui vient tous les soirs parce que ça continue encore pour 2 semaines, là, qui est dans la salle quand je passe à travers ce spectacle-là, que moi j'appelle aussi un rituel. Donc, au début, je viens parler au public, en fait, pour me présenter, pour que les gens me reconnaissent, reconnaître moi-même les gens qui sont là, et aussi venir questionner quelque part les codes qui entourent le théâtre, qu'on prend pour acquis. Puis, je m'en rends compte, mais c'est probablement une métaphore aussi de ce que j'aborde dans mon spectacle, effectivement, c'est la déconstruction des codes. Je pense que je suis très à l'affût de qu'est-ce qui nous régit, puis qu'on ne questionne pas. Ça me fait très peur. Donc, c'est important pour moi. Je vais le spécifier parce que tu dis au début du spectacle, moi, je vais quitter quand ça va être terminé, puis je ne reviens pas, puis vous déciderez, vous, les spectateurs, spectatrices, comment ça se termine, comment vous allez terminer ça. Ça m'a beaucoup plu, en fait, comme approche. En fait, c'était un peu, on déconstruit quelque chose, là, puis c'est correct. Oui.
Ouais, ben, tu sais, c'est une occasion aussi d'ouvrir les possibilités, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part applaudir, puis pourquoi on applaudit aussi, tu sais, à quoi ça fait référence, comment ça résonne en nous, est-ce qu'on le fait par obligation ou par envie réelle? Mhm. Ouais. Parle-nous du fait que Papessa fait partie, tu nous as dit au début du spectacle, de Mhm. Triptyque. C'est que c'est le deuxième élément parce que tu commences par le milieu. Sans avoir Ouais. vu le début ni la fin, on devrait on devrait comprendre, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est pas important. Alors pourquoi ça? Mhm. Ben en fait, ça s'est fait très organiquement. Tu sais, j'ai jamais vraiment choisi de commencer par le milieu. Ça s'est imposé à moi. J'ai écrit cette partie-là et très vite, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui venait avant puis quelque chose qui venait après. Mais en soi, comment je l'imagine, cette trilogie-là, c'est que chaque partie va pouvoir se contenter d'elle-même. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de voir les trois une à la suite de l'autre pour comprendre. Chacune va avoir un univers très particulier, puis après ça, parce qu'éventuellement, j'aimerais jouer les trois une à la suite de l'autre, ben, ça va Ça va juste être un demander plus. beaucoup d'énergie parce que je vais le Ouais. dire aux gens qui nous écoutent présentement, c'est quand même, tu bouges beaucoup sur cette scène. En Mhm. fait, même des fois, j'avais peur que tu tombes. Moi, j'étais juste à la première rangée. Mais je me suis dit, elle doit savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle fait, ouais. Ouais, Alors, oui, on a beaucoup répété, il y a beaucoup de travail derrière ça. ça Moi, paraît. ça fait plus de 8 mois que j'enchaîne le spectacle. Mhm. Donc, je sais déjà qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Ça va. Mais oui, ça va probablement demander beaucoup d'énergie de faire trois parties. Alors, je vais revenir sur la question identitaire. Ça ne te dérange pas. Tu t'identifies ni comme femme, ni comme homme. Et comment ça influence ta démarche artistique et particulièrement peut-être dans ce spectacle? Ouais, ben, je pense que tu sais, nos identités sont à la base de ce qu'on crée quand on est artiste. On peut pas vraiment s'en défaire. Fait que même si je pense pas en parler frontalement de ma non-binarité ou de ma transidentité, reste que ça le construit mon rapport au monde, comment je le vois, comment je le vis, les relations que je développe aussi. Donc, je pense que c'est juste intrinsèque à tout ce que je crée, à ce que j'ai envie de dire et à comment j'interagis. D'accord. Puis je vais revenir aussi au fait qu'une partie de ce spectacle se déroule en Russie. C'est quand même un Mhm. choix intéressant parce que c'est un pays où les personnes queer sont vraiment très opprimées. Oui, oui, puis euh, ça, je l'ai vécu personnellement et concrètement quand moi, je suis allée passer du temps là-bas. Cette oppression-là, puis cette violence-là est très réelle. C'est pas une exagération, c'est pas un mythe, c'est vraiment, c'est le mode de pensée qui est mis en place et qui est vraiment nourrit cette haine-là. Donc, ouais, j'avais envie, je pense, de retirer ces expériences-là et de les utiliser pour raconter quelque chose de plus grand, qui prend pour moi comme la forme d'un conte, d'un mythe. Puis, effectivement, je suis allée chercher des expériences très ciblées de violence ou de haine ou d'intolérance reliées à cette partie du monde-là où c'est très exacerbé. Donc, ouais. Et même lorsque tu parles russe dans le spectacle et on voit qu'on vit des expériences difficiles, j'avoue qu'on les ressent, ces expériences-là. Tu nous les fais ressentir. Je te dis, je te complimente là-dessus parce que tu sais, moi, je me suis assis là, je me dis, bon, j'aurais peut-être la misère à comprendre. Ben non, finalement, ce qu'on Mm. comprend pas, on le ressent. Mais ça, je reviendrai là-dessus. Ah, ça me fait plaisir, merci. Oui, C'est non, ça que je fais. c'est vraiment un beau spectacle. Je ne le dis pas gratuitement. La personne qui m'a accompagné, tous les deux, on est sortis, puis on s'est vraiment interrogé. Je pense que c'est ça qui est intéressant pour des spectateurs. On s'est interrogé sur beaucoup de choses. Je n'ai pas la Mhm. prétention d'avoir tout compris, mais j'ai tout ressenti. C'est ça qui est important pour moi. Merci, merci beaucoup. On vit à une époque très difficile envers les personnes qui remettent en question les schémas sociaux, du genre surtout. Alors, voici un spectacle où on rentre là-dedans. Et comment tu vis ça, toi, dans ton art? Parce qu'on sait que, là, que le monde est un peu difficile, même ici en Amérique, là, au Canada, plutôt pour les personnes qui vivent Oui, ces schémas de genre différents. bien sûr, oui, oui, oui. On n'est pas à l'abri de la désinformation, de l'intolérance que ça crée chez les gens, de la haine. Mais
je dirais que mon but en montant sur scène tous les soirs, c'est d'aller à la rencontre et de réhumaniser euh, tu sais, les personnes comme moi qui sont non-binaires, qui sont trans. Parce que quand on a une personne en avant de nous, un humain, et sur lequel on peut avoir quelconque préjugé parce qu'on n'en connaît pas dans notre vie, ben ça ramène l'humanité. Puis c'est vraiment à ça que je tiens. Donc, tous les soirs, j'essaie juste d'être authentique, d'être moi-même, d'être ouvert à la rencontre et ouais, d'essayer de juste être moi. Alors, je fais attention pour ne pas trop révéler du spectacle parce que des fois, on peut divulgacher. Alors, mais je vais quand même t'amener sur quelque chose d'autre que j'ai lu sur toi. Il paraît que Nelly Arcan a été une grande influence dans ta vie. Comment ça se Ouais, passe, ça? ouais, effectivement, j'ai commencé à lire Nelly Arcan quand j'avais 15 ans. Et je pense que je comprenais beaucoup sa souffrance sans comprendre toute la portée. Je pense qu'aujourd'hui, depuis que j'ai fait ma transition, je comprends tout ce qui résonnait en moi dans sa parole, dans sa pensée, dans sa souffrance. Puis je pense que ça a été vraiment comme la graine euh, qui m'a donné envie d'écrire et de me libérer aussi de ce carcan dans lequel elle vivait. Puis que moi aussi, je ressentais que je m'imposais, qu'on m'imposait, mais que je comprenais pas tout à fait. C'est compliqué d'avoir les mots, tu sais, pour expliquer euh, la prison de la féminité. C'est dur à comprendre. Mais c'est quand même, je trouve que c'est intéressant parce que je pense que quelque part, tu as même dit que si Nelly Arcan vivait de nos jours, peut-être qu'elle serait une personne trans ou du moins peut-être Ouais. non-binaire. Hein? Ouais, ben, c'est juste que pour moi, la transidentité puis la non-binarité, ça a réellement été une libération. Puis ça vient pas d'un mal-être, ça vient vraiment juste de quelque chose qui est beau et qui me fait prendre de l'expansion. Puis je pense que elle aurait peut-être pu trouver une salvation dans cette manière de construire son genre autrement. Il reste pas beaucoup de temps. J'aimerais savoir comment tu t'es senti maintenant que le spectacle a été présenté quelques fois. Comment tu te sens? Comment t'as réagi? Comment tu te sens vis-à-vis du public aussi, là? Je me sens bien. On dirait que c'est comme un très grand accomplissement auquel j'ai rêvé pendant tellement longtemps. Ça a toujours été mon rêve de créer, de mettre ma parole sur une scène, accompagnée de d'autres personnes. Donc j'ai l'impression que je vis mon rêve, puis à cet endroit-là, il y a aussi beaucoup de deuil parce que quand on imagine des choses, la réalité est toujours décevante. Fait que je vis avec ces deux sentiments contradictoires. Mais Micha Rautenfeld, je rappelle que Papessa joue au Centre du théâtre d'aujourd'hui à Montréal jusqu'au 10 février. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci à toi. Merci. En bref, Un Christ trop efféminé. En Espagne, l'affiche officielle retenue pour les festivités de la Semaine Sainte à Séville suscite la colère des milieux ultra-conservateurs. Cette affiche, réalisée par l'artiste sévillan Salustiano Garcia, montre le Christ ressuscité, légèrement couvert au niveau de la taille par un linceul blanc. Cette affiche a suscité la polémique sur les réseaux sociaux où de nombreux internautes ainsi qu'une association catholique ultra-conservatrice ont dénoncé son caractère, selon eux, sexualisé. Jugeant ce Christ efféminé et maniéré, elle a réclamé son retrait et a demandé des excuses publiques à l'artiste. Celui-ci s'est dit surpris par ces attaques et a assuré avoir peint une œuvre sympathique et élégante dans une démarche de profond respect pour les croyants. Pour voir de la sexualité dans mon Christ, il faut être malade, a-t-il estimé, en rappelant que le Christ était régulièrement représenté dénudé dans l'art classique. Les personnes qui ont dit du mal de mon travail ont besoin d'un peu de culture artistique, a-t-il raillé. Les socialistes au pouvoir en Espagne ont, eux, pris la défense de l'affiche, dénonçant le caractère homophobe et haineux des attaques. Source Comitine. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
L'intelligence artificielle. Dans la Presse Plus, ce week-end, on nous a dit que l'IA changera profondément notre monde en 2024. Et ce n'est pas toujours pour le mieux. Et comment cela va se traduire pour nos communautés? Bien, peut-être que si on commençait en disant que Sam Altman, le PDG d'OpenAI ou OpenAI, qui a fait de l'intelligence artificielle une réalité avec l'arrivée de ChatGPT, s'est marié début janvier avec son conjoint de longue date. Alors, est-ce rassurant? Ben, pour en discuter, on reçoit Naoufel Testaouni, j'espère que je prononce bien ton nom, Testaouni, qui est cofondateur et directeur général de QueerTech. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors, comme je l'ai fait tantôt, chaque fois qu'on a une nouvelle personne ici, on demande quels pronoms et quels accords on utilise avec toi. Lui, il, masculin. Parfait. Alors, justement, je lisais dans la Presse Plus ce week-end que des travailleurs de pays pauvres, on va le dire, là, notamment aux Philippines, travaillent de très, très, très longues heures à des salaires de crève-faim, à entrer des données à partir de photos trouvées sur les réseaux sociaux pour nourrir l'intelligence artificielle. Alors, si l'IA se nourrit de données pas toujours fiables qu'on lui donne, est-ce qu'il n'y a pas un risque là de perpétuer, parce qu'on sait ce qui se trouve sur les réseaux sociaux, des biais à l'égard des personnes de LGBTQIA+. Absolument, ça c'est un grand danger qu'on discute beaucoup pour les communautés représentées. Comme on dit, le AI, c'est un outil qu'on développe. On lui donne à manger, c'est les données qu'on a, puis elle va ressortir des repas avec les ingrédients qu'on a donnés. Alors, si on nourrit l'intelligence artificielle des propos d'Éric Duhem et compagnie, on risque d'avoir de mauvaises surprises. Exactement. Et c'est pour ça que c'est très important de mettre des données en place qui sont diversifiées puis qui représentent des communautés pour s'assurer que quand on va nourrir le AI, on va leur donner des données qui représentent la population. Mais comment faire ça alors qu'on demande à l'intelligence artificielle, on demande à des gens dans des pays où, comme je dis, là, c'est des salaires de crève-lapin, c'est pas des mauvaises personnes, absolument, mais ils travaillent à partir de données aussi médiocres que ça. Comment on peut s'assurer ou apprendre à l'intelligence artificielle à être inclusive? Absolument. Les données, c'est une partie, mais c'est pour ça qu'on voit beaucoup, il y a la réglementation. Maintenant, on voit beaucoup des gouvernements qui sont en train de se faire vite pour créer des lois pour s'assurer qu'on n'a pas les mêmes erreurs qu'on a fait dans la création de l'Internet avec les médias sociaux, puis on est un peu en retard. Il y a du travail qui se fait en termes de réglementation, mais il y a beaucoup de conversations, les compagnies qui font ce travail de créer des comités de gouvernance d'éthique parce qu'on veut que chaque compagnie ait un processus de pouvoir tester ces données-là. Si on reçoit des données, on va la mettre dans la machine, mais il faut qu'il y ait du monde qui va tester ces données-là pour s'assurer qu'ils sont inclusifs. Puis c'est notre communauté, c'est des gens qui doivent recruter des gens qui sont queer, qui vont travailler dans cette compagnie-là pour pouvoir s'assurer que la vérification de ces données est faite par des gens de ces communautés diversifiées. D'ailleurs, QueerTech revendique beaucoup avec les compagnies tech de recruter des gens de la communauté pour qu'ils puissent contribuer au développement de ces produits-là. Vous faites du lobbying, mais quand même, est-ce que concrètement, il y a des choses qui se font présentement? Est-ce que ces compagnies-là qui gèrent l'intelligence artificielle, les GAFAM, etc., est-ce que ces compagnies-là sont au courant, sont sensibilisées à nos réalités? Je pense qu'il y a certaines compagnies qui sont sensibilisées. Je ne vais pas dire toutes les compagnies, mais je pense qu'il y a beaucoup de compagnies qui essaient quand même d'avoir une certaine gouvernance, mais il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de danger, parce que c'est une technologie qui s'avance très rapidement. Puis, on va s'assurer qu'il y a une représentation au sein de ces compagnies-là. Puis, c'est pas le but de cette entrevue, mais je vais quand même rappeler aux gens que, vous savez, quand Internet est arrivé, quand les réseaux sociaux sont arrivés, c'est arrivé un peu n'importe comment, n'importe quoi, puis on a vu les résultats. Là, c'est parce que ça va beaucoup plus loin. Absolument. Je ne vais pas être alarmiste, mais est-ce qu'il faut que qu'on agisse vite, là? Il faut que les choses se passent, là? Absolument, mais c'est pour ça les gouvernements, je pense, qu'ils sont en train de vraiment accélérer les réglementations puis créer au moins des systèmes, comme on dit, check and balance en anglais. Oui. C'est vraiment de s'assurer qu'il y a ce système de gouvernance, puis ces compagnies-là sont quand même imputables envers ces technologies qu'ils vont créer, parce qu'on sait que si on n'a pas des checks comme ça, ça va être dangereux dans le futur, mais on veut créer ces systèmes aujourd'hui. Alors, je vais dans un autre rayon d'idées. Une intelligence artificielle prétendant identifier l'homosexualité de quelqu'un via la reconnaissance faciale a suscité la crainte
qu'un gaydar pourrait exister puis qui placerait des personnes queer en grande vulnérabilité sans éthique. Est-ce une crainte légitime, ça? Oui, c'est une crainte qui est légitime. Puis, je vais prendre juste un moment, rappeler tout le monde, c'est même avec la création des applications Grindr, Scruff et tout, dans plusieurs pays, surtout où l'homosexualité est interdite, il y avait la police utilisait ces outils-là pour aller arrêter des gens de la communauté. Puis il y a une technologie qui s'appelle la triangulation qui a été créée par la compagnie Scruff, qui a été distribuée sur ces compagnies pour qu'on puisse pas arrêter de la communauté LGBT dans ces pays. Mais pour le AI aussi, il y a beaucoup de travail qui doit être fait pour qu'on s'assure que notre communauté n'est pas, que ces outils ne sont pas utilisés contre la communauté. Tu sais, la reconnaissance faciale est quelque chose de très répandu. On collecte des données du Philippines et tout. Là, tu sais, il y a beaucoup d'outils maintenant qu'on développe pour qu'on puisse arrêter ou reconnaître au moins les vidéos ou des documents qui sont créés à travers l'intelligence artificielle. Donc, on pourrait dire que l'intelligence artificielle, potentiellement, ça pourrait être dangereux pour nous, là. Ça pourrait être dangereux si on n'a pas le système de gouvernance qu'on essaye de créer aujourd'hui. C'est pour ça que beaucoup des chercheurs de l'AI parlent beaucoup du danger que ça peut causer. Mais je pense qu'on est plus conscient par rapport à ces technologies que par rapport à l'Internet. Tu sais, quand on s'est rendu compte de l'impact des réseaux sociaux, c'était un peu trop tard, tu sais, comme pour pouvoir créer un système de gouvernance. Aujourd'hui, on essaie de le créer avant pour qu'on ne rate pas notre marque. Naoufel, tu as l'air d'une personne très optimiste, là, mais je vais quand même retourner là-dessus. Est-ce qu'il y a de l'ouverture de la part des gouvernements mondiaux, que ce soit du Canada ou des États-Unis ou même en Europe, pour justement reconnaître que ça pourrait être une difficulté pour nos communautés qui sont tellement marginalisées dans beaucoup de pays? Je pense que dans des pays comme le Canada, même gouvernement du Québec, il y a des conversations qui se passent autour de ça. Ce n'est pas tous les gouvernements qui sont souciés de nos communautés, mais je pense qu'on veut créer des règlements pour s'assurer. Il y a beaucoup de travail qui se fait au Canada pour la communauté LGBT. Et il y a encore beaucoup de travail à faire pour ça, mais je reste optimiste que les gouvernements vont pouvoir accélérer cette fois pour créer ces règlements-là. Justement, quels sont les défis, les obstacles que vous avez, le QueerTech, identifiés auxquels nos communautés queer au Québec font face, là, particulièrement dans le domaine technologique? Absolument. La première étape, c'est l'absence de données. Tu sais, quand on regarde un peu les données sur la communauté LGBT, on est encore en retard par rapport à ça. Tu sais, j'ai suivi ta conversation de la semaine dernière avec Zachary Georges sur le gouvernement fédéral, sur la loi, tu sais, du travail de l'équité de travail, collecte de données sur les populations noires LGBT. Ça, c'est très important aujourd'hui. Beaucoup de compagnies ne collectent pas de données sur nos communautés. On ne sait pas combien on touche. Il y a beaucoup de travail à faire. Ça, c'est la première partie qu'on essaie de sensibiliser le gouvernement et aussi les organisations. Deuxième, c'est aussi recruter des gens de notre communauté. Ces produits sont développés pour la société, puis les gens qui développent ces produits-là doivent être représentatifs pour qu'on puisse d'ailleurs créer ces systèmes d'éthique et de gouvernance. Il faut qu'on voit une représentation de ces communautés-là. QueerTech a pour mission de rendre l'écosystème technologique, j'aime beaucoup parler de ce grand mot-là, plus queer en faisant tomber donc des barrières, en créant des espaces, en connectant les communautés pour soutenir et permettre aux personnes queer donc de s'épanouir. Ça veut dire quoi ça, de rendre l'écosystème technologique queer? Comment est-ce qu'on fait ça? Absolument. QueerTech, on a 3 axes vision qu'on veut développer. On dit qu'on veut vraiment augmenter la représentation LGBTQ à 20% de cette industrie parce qu'on veut avoir une présence très forte ici. Mais on veut pas qu'on soit juste dans des jobs d'entrée dans la technologie. On veut voir notre communauté avancer à des positions de leadership, des positions exécutives pour qu'on puisse prendre des décisions. Et aussi, ce qu'on fait, c'est des programmes d'entrepreneuriat pour qu'on voit aussi dans le futur plus de fondateurs de compagnies tech qui sont LGBT. Justement, alors, j'ai parlé de Sam Altman tout à l'heure, qui est directeur général donc d'OpenAI, comme on dit. Il est une personne queer. Oui. Est-ce que c'est de bonne augure pour nous autres, ça? Il est
lui, il va par une vision qui est très grande. Je pense que avoir ces gens-là vont contribuer à la sensibilisation, à créer ce système de gouvernance. Mais on a besoin des gens à tous les niveaux des compagnies. On veut des gens, des développeurs, des gens qui sont gestionnaires pour qu'on puisse s'assurer qu'il y a un système de gouvernance à tous les niveaux avant que ces technologies sortent dans la main du public. Je vais reciter à nouveau Sam Altman qui a dit que l'intelligence artificielle pourrait révolutionner le monde, mais pourrait aussi le détruire. Alors, pour les personnes qui nous écoutent présentement, là, c'est quoi ta réaction à ça? Tu sais, ça fait peur quand on entend ça, surtout des gens qui sont très positionnés, qui créent ces technologies-là. Mais je pense que c'est pour ça qu'on essaie de vraiment sensibiliser le gouvernement à créer des règlements. On sensibilise beaucoup les compagnies à créer ces systèmes de gouvernance d'éthique parce que je pense que c'est la première fois qu'on crée des outils, que ces outils commencent à penser eux-mêmes à des solutions et prendre des décisions. On veut s'assurer qu'ils sont bien traînés pour ça. Je vais t'amener à parler de théâtre, peut-être. Est-ce que tu as vu la pièce La Machine de Turing au Théâtre du Rideau Vert? Pas encore, mais j'ai parti chercher, puis c'est très intéressant. Alan Turing, donc un visionnaire précieux, parce que c'est la personne qui avait trouvé le fameux code. Oui. Est-ce que cette personne-là est une inspiration pour des personnes comme toi? Absolument, c'est quelqu'un qui a créé les fondements de l'informatique et d'algorithmes. Et puis, c'est quelqu'un qu'on parle beaucoup d'ailleurs. Il a beaucoup revendiqué pour l'inclusion dans le temps où c'était encore illégal d'être... Il s'est retrouvé en prison, en fait. Absolument. Hein? Oui. Puis, c'est quelqu'un d'intelligent comme lui, a beaucoup souffert. Puis là, on voit que nos communautés peuvent créer beaucoup de choses puis contribuer à la société, dépendamment de notre sexualité. Ben, moi, je vais te remercier, Naoufel Testaouni, qui est cofondateur et directeur général de QueerTech. QueerTech, donc, si on veut s'informer, c'est en ligne. QueerTech.org, on a toute l'information sur notre site web. C'est un plaisir de te recevoir à l'émission. Merci beaucoup. Merci. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel@gmail.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur. Juste pour vous dire que cette entrevue avec Naoufel Testaouni, qui est cofondateur et directeur général de QueerTech, on a fait un petit essai aujourd'hui. On a enregistré en vidéo cette entrevue. On espère vous la présenter dans les prochains jours. On va en faire de temps en temps de ces entrevues visuelles comme ça. Deuxième partie de l'émission, on va parler cinéma. Les Oscars et la diversité. Ouf, on a encore du chemin à faire là-bas, mais on a Chantal Nadeau pour nous accompagner. Ça va être très intéressant. Puis on va parler de Chinoche, toujours et encore, mais on va parler de films d'amour, des films d'amour queer à ma vie en cinéma queer avec Donald Bilodeau. C'est tout de suite après la pause. L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. En cette deuxième partie de notre émission et balado, on va parler de cinéma et on commence aux États-Unis. Let's make America queer always. Make America Queer Always. Un regard sur les États-Unis avec Chantal Nadeau. Allô, allô, Chantal! Bonjour, Denis Martin. Oui, écoute, sais-tu, on va parler, je veux d'abord te présenter, que tu es professeur en études féministes et tu aimes bien dire et queer, mais on peut dire aussi de genre à l'Université de l'Illinois. Alors, une belle Québécoise qui enseigne aux États-Unis, alors, et qui est une personne qui s'intéresse beaucoup à nos sujets. Alors, c'est toujours le fun de t'avoir à l'émission. On va parler de la 96e cérémonie de remise des Oscars, ces prix qui célèbrent l'industrie du cinéma aux États-Unis, qui aura lieu donc le 10 mars. Tout comme bien d'autres cérémonies célébrant les artistes tant aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde, on s'interroge toujours sur la représentativité de ces prix où les personnes blanches, hétérosexuelles et cisgenres demeurent en haut de la liste. Et même, Chantal, ça leur arrivait beaucoup de jouer nos rôles, hein? Oui, tout à fait, Denis Martin, en plus, et de passer à la caisse, hein, quand même.
J'aime comment tu dis ça, oui. Oui, oui, oui. Alors, un Oscar, ça se monnaie toujours très, très bien dans l'industrie d'Hollywood. Alors, voilà, oui. Alors, dis-moi, on peut penser donc à quelques exemples, par exemple, de personnes qui ont joué nos rôles. Oui, ben c'est sûr qu'il y en a beaucoup. La liste continue de s'allonger quand même. On pense à des classiques comme The Whale avec Brenda Fraser, à Charlize Theron dans The Monster, Tom Hanks, bien sûr, dans Philadelphie. Mais aussi, on peut penser à Hilary Swank dans Boys on Cry, Sean Penn dans Milk, Kate Blanchett dans Carol, et la liste s'allonge. Alors, Oh, c'est... et je voulais aussi mentionner, ça c'est un doublé à Hollywood en 2014, Dallas Buyers Club avec Matthew McConaughey, puis pour le meilleur acteur dans un rôle principal et Jared Leto pour le meilleur rôle le meilleur acteur dans un second rôle. Alors ça, c'était quand même un doublé. Ouais. Puis là, on va dire des choses que peut-être certains acteurs vont pas aimer qu'on dise, mais c'est vrai qu'aucun de ces acteurs était queer. Alors, ben, à ce qu'on sache, à ce qu'on sait. Oh mon Dieu. Alors, mais on commence à avoir du changement. Oui, oui, cette année, c'est une grosse année. Euh, Donc, la liste est quand même plus courte, mais cette année, on a deux rôles qui sont quand même assez importants. Common Domingo dans Rustin et puis Jodie Foster aussi qui est dans un second rôle. Je m'excuse, là, j'ai enseigné toute la journée, là, mais j'ai une manche patate coincée. C'est correct, c'est correct. On t'aime tel que tu es, Chantal. Ben justement, parlons de Coleman Domingo. Qui est-il? Ben, c'est assez intéressant parce que Domingo a toujours joué des rôles de second rôle. Alors, c'est la première fois finalement qu'il obtient un rôle un rôle principal dans Rustin, qui est et ce qui est intéressant donc Bayard Rustin, qui est dans un film dirigé par George C. Wolfe. Euh, et pour le film pour lequel il est en nomination, ben, c'est bien sûr Rustin. Euh, euh, c'est un biopic de Netflix sur le leader gay noir des droits civiques, Bayard Rustin, qui était un conseiller très proche de Martin Luther King Jr., puis était vraiment le grand architecte de la marche de 1963 sur Washington. Ce qui est intéressant aussi de savoir avec ce film-là, Rustin, c'est que Barack Obama et Michelle Obama sont des producteurs de ce film-là. Ah. Alors, ouais, ils se sont lancés dans une maison de production. Alors, on va voir de plus en plus de choses d'eux. Euh, mais ce qui est intéressant aussi de voir dans cette catégorie-là, il y a notre cher ami, je ne suis pas une grande fan, Bradley Cooper, qui joue un rôle c'est un acteur hétéro aussi aux dernières nouvelles, qui joue qui interprète le légendaire compositeur Leonard Bernstein, qui entretenait des relations avec des hommes et des femmes dans la biopic Netflix qui s'appelle Maestro. Bon, Oui, je peux parler du film, mais je ne vais pas trop ouais, mais m'étendre, il mais faut dire que Netflix commence à prendre beaucoup, beaucoup de place aux Oscars depuis quelque temps. Mais ça, c'était une autre histoire. Judy Foster. Alors, il faut parler de la belle Judy. On l'aime. ça dépend des jours. Mais Jodie Foster, elle a comme un peu disparu des écrans parce qu'elle s'est lancée beaucoup dans la réalisation. Mhm. Alors, elle fait beaucoup de réaliser des trucs pour Netflix, justement, ou pour HBO, Hulu, aussi elle s'est lancée beaucoup dans la direction d'acteurs sur les plateformes numériques. Euh, elle est en nomination cette année pour un second rôle dans Nayade, qui est un autre biopic de Netflix. Elle incarne la lesbienne Bonnie Stroll, qui est la vraie amie et entraîneur du personnage principal, la nageuse de fond, Diana Nayade, qui est jouée par Annette Bening, qui est la compagne de toujours de Warren Beatty, et donc a été nominée dans la catégorie de la meilleure actrice dans un rôle principal pour son interprétation de la nageuse lesbienne au franc-parler. Alors les deux aussi, c'est un doublé. On verra ce qui se passe entre les deux nominations. Oui. Et puis, un petit retour dans le passé, parce que nos communautés ont déjà été à l'honneur. Il faut quand même dire que, tu sais, on dit qu'on n'est pas souvent à l'honneur, mais on l'a été, notamment pour le meilleur film de l'année lors de la 89e cérémonie des Oscars en 2017. Je te laisse dire de quel film on parle. On parle de Moonlight, qui est un de mes films fétiches Ah, c'est un que chef-d'œuvre. j'adore. C'est un C'est chef-d'œuvre.
ce qui est assez particulier, c'était bon, Moonlight, c'est que vraiment, les acteurs, le réalisateur sont pas queer. Alors, Oups, Chantal a gelé, mes chers amis. Oh là 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 là. Alors, on va devoir se reconnecter. On va aller en musique rapidement. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin-Chabot. Oui, on est souvent à la remorque en des technologies. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Chicago. J'espère que c'est juste une panne d'Internet, mais on ne réussit plus à reprendre le contact avec Chantal, que ce soit par téléphone ou par le Zoom. Juste pour vous dire que Chantal devait nous parler donc de Moonlight. C'est un film qui quand même raconte une histoire très queer avec dans des circonstances très difficiles, très dures, mais un chef-d'œuvre. Et on voulait dire aussi que même du côté des Césars, on se plaint beaucoup que les acteurs, les actrices de queer ne sont pas reconnus et n'ont pas souvent de prix. Et je pense qu'on a Chantal qui nous rappelle, alors on va essayer de mettre on va la ramener avec nous. Je vais continuer à parler. Comme on fait une émission d'information, on ne prévoit jamais de pause musicale, alors c'est pour ça que... Elle est là. Alors, je pense qu'on va revoir Chantal avec nous. Salut Chantal! Salut, écoute, je m'excuse, il y a un problème d'Internet dans mon bureau. C'est ce que j'ai pensé. Alors, eh bien, revenons donc rapidement à ce film, donc Moonlight, qui est un film qui a été, qu'on a dit que c'était un chef-d'œuvre, même si les acteurs n'étaient pas tous queer, du moins à ce qu'on sache, c'est un film qui a beaucoup marqué là, nos communautés. Oui, et c'est un film aussi que je te dirais que moi, dans mon université, il y a beaucoup d'équipes de sport. Naturellement, c'est une grosse université publique. Et j'enseigne le film dans mes cours. Et je te dirais que la réponse des athlètes, surtout les athlètes afro-américains, est extraordinaire. Il y a un effet sur eux de voir un personnage qui finalement est très très masculin, qui s'assume et qui a une sensibilité. Ça les rejoint beaucoup. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai eu 2 histoires de coming out de toute façon dans mes cours avec ce film, suivant la projection du film. Alors donc pour moi c'est un film que j'ai un attachement très très fort et c'est d'une beauté en plus incroyable. Voilà. Je vais me permettre parce qu'on va conclure là-dessus, mais je vais me permettre peut-être un commentaire, je vais voir ce que tu en penses. On sait que dans les communautés racisées, l'homosexualité est problématique, et dans les communautés noires en particulier. Alors, est-ce que ce film-là a contribué peut-être à défaire un peu ces tabous? Ben, je pense que c'est un film qui fait réfléchir, ça c'est sûr. Alors il y a quand même certains clichés, je veux dire, le personnage principal, il vend de la drogue, mais je pense que c'est la sensibilité du personnage
la sensualité, la sensibilité du personnage, ça va vraiment les rejoindre. Et ils voient comme une autre façon, finalement, d'assumer leur masculinité, si je peux m'exprimer comme ça. Alors, est-ce que tu es une personne optimiste ou pessimiste? Est-ce qu'on va voir peut-être nos histoires de plus en plus au grand écran? Est-ce qu'on va voir de plus en plus de nos acteurs, actrices, nos artistes sur le grand écran? Est-ce que tu as bon espoir que les choses vont changer? Mais ça a déjà changé. Le problème, c'est que les projecteurs sont toujours tournés sur Hollywood, Cannes et tous les grands festivals, alors que les plateformes numériques ont fait un travail de fou. Pour vraiment, là, et ça, je pense que c'est là-dessus que ça joue. C'est très osé. Il y a vraiment des choses super, super intéressantes qui se passent maintenant sur les plateformes numériques. Je ne veux pas faire de la publicité pour personne, là, mais on peut en parler une autre fois. Mais c'est très bien. Bien, on peut le dire, là, parce que moi, je suis abonné à quelques plateformes numériques, puis je trouve beaucoup plus de contenu queer là-dessus que j'en trouve dans les plateformes ordinaires. Donc, est-ce qu'on peut regarder à la télé, puis tout ça, là? Oui, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que les plateformes numériques, c'est un public beaucoup plus morcelé, hein. Et les producteurs sont beaucoup plus osés. Ils essayaient de faire leur place. Et c'est ça qui a poussé des séries. On pense même à la série, HBO, qui était une des premières grosses plateformes, avant de se lancer, avant maintenant Netflix, maintenant Amazon Prime, Hulu. Alors, on essaie vraiment des choses et on peut se permettre d'être plus osés parce que ça pas du tout, ils sont pas exposés au même type de censure que les grands studios d'Hollywood encore aujourd'hui se permettent de faire. Alors, on verra, mais qu'est-ce qui arrive avec la sortie de Barbie et tout ça, ça va pas nécessairement s'améliorer. Oui. Je le dis, qu'est-ce que tu veux, je dois le dire. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que moi, je me dis, en se tournant vers les plateformes, le problème, c'est qu'il faut toujours payer, mais en même temps, je veux dire, on paye pour aller au cinéma aussi. C'est pas du tout la même expérience, mais il y a beaucoup d'espoir. Bien, Chantal Nadeau, on va devoir terminer à ce moment-ci, mais on revient certainement le mois prochain à discuter encore des nouvelles, des réalités queer aux États-Unis. Merci d'avoir été là avec nous. OK, merci Denis Martin. Bye-bye. Merci. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Ma vie en cinéma queer avec Donald Bilodeau. On va rester dans le cinéma, Donald. On reste dans le cinéma. Bonjour, Denis Martin. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission. Alors, écoute, on va faire comme Walmart et comme tous les autres magasins. On va parler de la Saint-Valentin quelques semaines d'avance. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Et comme ma prochaine chronique, la Saint-Valentin va être passée, aussi bien le faire tout de suite. Allons-y. Donc, on va parler de films romantiques qui touchent donc nos communautés. Exactement. J'en ai noté plusieurs. Il y en a plus que ça, évidemment, mais bon. Alors, l'idée, c'est de parler de films qui sont très, très romantiques. Le premier que j'ai retenu, c'est une comédie romantique amusante. C'est sans prétention. C'est un film qui, justement, puisqu'on parlait d'Oscar tout à l'heure, c'est un film qui ne gagnera probablement jamais d'Oscar et qui ne sera jamais nominé, mais dont on prend plaisir à regarder. C'est un film qui s'appelle Red, White and Royal Blue. En français, c'est traduit bleu, royal, blanc et rouge. C'est un film qui est très récent, 2023, du cinéaste Matthew Lopez. Alors, il s'agit d'une adaptation du roman du même titre de Casey McQuiston, qui a été édité en 2019. Alors, voici l'histoire. Par crainte de nuire aux institutions qu'il représente, le fils de la présidente des États-Unis et le second successeur à la couronne britannique tentent de cacher leur liaison. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes ici à noter. D'abord, premièrement, c'est que les États-Unis n'ont pas un président, mais bien une présidente, déjà. Elle est incarnée par la muse de Quentin Tarantino, Uma Thurman. Et donc, déjà là, il y a une belle ouverture. Mais en plus de ça, son fils à cette présidente est gay. Il l'aide à représenter l'État du Texas, qu'elle gagnera à la fin du film. Et ce fils gay a une relation avec le prince Henry, pas Harry, Henry d'Angleterre. Alors, est-ce que pareille chose arrivera réellement un jour? Écoutez, on verra bien. Mais toujours est-il que c'est un film à voir notamment pour la joyeuse complicité des deux principaux interprètes qui sont Nicolas Galitzine dans le rôle du prince Henry et de Taylor Zachar Perez dans celui du fils de la présidente états-unienne. Rien de mieux qu'une bonne dystopie pour nous aider à évoluer parfois. Exactement. Alors, une autre comédie sentimentale intéressante signée Michael Mayer en 2021.
Single All the Way, que souffle la romance. La romance. En version française. Oui, avec laquelle vous pouvez faire d'ailleurs d'une pierre deux coups, c'est-à-dire célébrer Noël, puisque l'action du film se déroule à Noël, et la Saint-Valentin, puisque c'est un film d'amour. Wow. Il s'agit de la première comédie romantique de Noël gay produite par Netflix. Alors, l'histoire est la suivante. Peter, qui est joué par Michael Urie, est célibataire depuis un bon moment et sa famille le plaint à chaque année lors du temps des fêtes. Pour en finir avec ça, il demande à son meilleur ami Nick, qui est joué par Philemon Chambers, de l'accompagner pour les fêtes traditionnelles chez ses parents en se faisant passer pour un couple. Une fois arrivé, leur plan échoue. En effet, la mère, Carole, lui a arrangé un rencard avec James, un charmant coach sportif. Tout ceci va le bouleverser évidemment la réunion familiale et pose la question suivante: peut-on tomber amoureux de son meilleur ami? On a la réponse à la fin du film. Juste une petite anecdote, Philemon Chambers, l'acteur qui incarne Nick, se trouve à être le premier acteur noir dans une comédie romantique de Noël LGBTQ+. Il est gay dans la vraie vie. Bon, ben, ça en fait un de plus, là, parce qu'on essayait On essayait de les nommer tantôt avec Chantal, oui. Et ben en voilà un autre. Une autre comédie romantique, comédie dramatique, celle-là, I Love You, Philip Morris, Je t'aimerai toujours, Philip Morris, des réalisateurs Glenn Fiaccara et John Reca. Exact, qui met en vedette deux acteurs très connus, très populaires, Jim Carrey et Ewan McGregor. Jim Carrey joue le rôle du fraudeur Steven Russell. C'est une histoire vraie en passant, je vais y revenir. Et Ewan McGregor incarne Philip Morris. C'est un film qui a eu toute la misère du monde à être distribué à cause de son histoire, à cause de certaines scènes érotiques provocantes et tout ça. On était encore dans les années 2006, 2007, 2008. Finalement, c'est en 2009 qu'il a été distribué, mais il avait été tourné plusieurs années auparavant. Alors, le synopsis, c'est le suivant. En prison, un fraudeur tombé éperdument amoureux d'un co-détenu et lui fait connaître à leur sortie un train de vie luxueux financé par ses arnaques. Donc, comme je vous disais, c'est basé sur une histoire véridique. C'est terriblement romantique, tout en étant aussi terriblement dramatique, en particulier pour le pauvre personnage de Philip Morris qui subit en quelque sorte le résultat de tout ça. La chimie opère entre les deux vedettes aux sensibilités opposées. Alors, moi, je peux vous dire qu'auparavant, je n'étais pas un fan de Jim Carrey, mais j'avoue qu'après l'avoir vu dans le show Truman en 1998, c'est là que j'ai réalisé comment c'était un grand comédien aux nombreuses possibilités. Surnommé Houdini, Steven Russell est toujours en prison aujourd'hui. Il a écopé d'une sentence de 144 ans de prison pour avoir ridiculisé l'État du Texas. Quelques notes. Je voulais te surprendre, Donald. Ben oui, j'ai fait bien. un petit peu de recherche aujourd'hui. Alors, on va se tourner vers deux films de cinéma italien. Celui-ci, Nuovo Olimpo. Oui. Alors, Nuovo Olimpo, Nouvel Olympe, c'est pas vraiment le titre, hein, c'est vraiment Nuovo Olimpo. Coécrit et réalisé par Fernand Ozpetek. C'est un réalisateur turc qui a choisi de vivre en Italie. Qui est sorti en 2023 sur Netflix. À Rome, en 1978, un étudiant en cinéma, Enea, rencontre Pietro dans une salle du cinéma Nuovo Olimpo, qui est en fait un lieu de drague gay. Ils sont attirés l'un par l'autre, mais Pietro est novice et lui propose plutôt de se revoir le lendemain. Le soir même, Enea parle de Pietro à son amie amante, Alice. Cette dernière lui laisse la clé de la maison de sa grand-mère pour que les deux jeunes hommes aient un lieu où se voir. Ils y passent une nuit à se découvrir. Malheureusement, une manifestation violemment réprimée interrompt leur rendez-vous suivant alors qu'ils n'ont pas encore échangé leurs coordonnées. Tous deux vont faire leur vie chacun de leur côté. Pietro épouse Giulia et devient chirurgien et Enea, devenu réalisateur, tombe amoureux du beau Antonio. Mais il n'oublie pas ce premier amour en péché et ils vont se revoir. Que se passera-t-il alors? Il faut voir le film. C'est inspiré de la vie du réalisateur turc, lui-même arrivé à Rome à la fin des années 70. L'autre film... Oh. Consumateur.
Je peux pas m'empêcher. Autre belle surprise, c'est beau. Oui, c'est beau, hein? Oui, c'est beau. Alors, pour ceux qui n'ont pas reconnu, on va enlever le reste, là, mais pour ceux qui n'ont pas reconnu, dis-nous, c'est quel film, celui-là? Alors, Call Me By Your Name, Appelle-moi par ton nom, réalisé par Luca Guadagnino en 2017 et tiré du roman d'André Assiman. C'est en réalité une coproduction Italie-France-États-Unis. Le synopsis est le suivant. En 1983, en Lombardie, le fils adolescent d'un professeur d'histoire de l'art, Elio Perlman, s'éprend d'Oliver, un stagiaire américain venu s'installer pour 6 semaines dans leur villa. Oliver est interprété par le très beau, et je me permets de le dire parce que c'est vrai tout simplement, très beau et très talentueux Armie Hammer, étoile montante d'Hollywood dont la carrière est interrompue depuis 3 ans à cause de diverses accusations, notamment de cannibalisme, rien de moins. Je ne sais pas si on réussi à prouver ça, et d'agression sexuelle. De son côté, le rôle du jeune Elio Perlman est interprété par le filiforme et polyglotte acteur franco-américain Timothée Chalamet. Ce dernier reçoit une tonne de nominations pour cette magnifique production, et ceci dans le monde entier, aux Oscars, aux Golden Globes, aux British Academy Awards, etc. C'est un très bon film, à mon avis, avec une photographie splendide, mais il faut dire qu'avec l'Italie comme décor, c'est difficile de manquer son coup. C'est une adaptation à la fois sensuelle et pudique du roman. C'est un sujet délicat, traité avec une sereine désinvolture. On va sauter au dernier film. Oui. Ah, mon Dieu. J'ai la chair de poule. À chaque fois que j'entends ça, moi aussi. À chaque fois que j'entends ça, le film gay par excellence, d'amour là, par excellence, c'est Brokeback Mountain. Souvenir de Brokeback Mountain en français, ou si vous êtes de France, Le secret de Brokeback Mountain, du réalisateur Ang Lee, qui a d'ailleurs remporté l'Oscar du meilleur réalisateur pour cette production, qui met en vedette une distribution 5 étoiles. Heath Ledger et Jake Gyllenhaal d'abord, qui incarnent les 2 cow-boys amoureux, Ennis Del Mar et Jack Twist, et les magnifiques actrices Michelle Williams et Anne Hathaway, qui sont ici les 2 épouses délaissées. Le synopsis, évidemment, c'est le suivant. En 1963, au Wyoming, les jeunes cow-boys Ennis et Jack sont engagés par un éleveur pour surveiller un troupeau de moutons dans les montagnes. Seuls pendant des semaines, au beau milieu de cette nature sauvage, par ailleurs magnifique, les 2 hommes vivent une... C'est tourné en Alberta en passant. Oui, dans les Rocheuses, en Alberta. Oui. Les 2 hommes vivent une intense passion amoureuse, mais à la fin de l'été, ils partent chacun de leur côté, sans grand espoir de se revoir. Ennis demeure au Wyoming, où il épouse Alma, avec qui il aura 2 filles, et de son côté, Jack s'installe au Texas, où il fonde une famille avec Lorraine. 4 ans plus tard, Jack décide d'aller rendre visite à Ennis. En se revoyant, les 2 hommes comprennent que leur amour est demeuré intact, ce qui va chambouler à jamais leur existence. C'est un film absolument magnifique, et pour répéter les mots de Martin Girard de la société Mediafilm, les personnages sont dessinés avec finesse et authenticité. C'est une chronique amoureuse imprégnée de tendresse et de violence, d'euphorie et de tristesse, à l'image du jeu des 2 vedettes, remarquable de nuances et d'intensité contenue. Et que dire du beau Heath Ledger, qui est décédé 3 ans après la parution de ce film, alors qu'il avait une carrière magnifique devant lui. Et Brokeback Mountain, c'était une petite nouvelle en passant. C'était pas très, très long. Non, petite nouvelle, effectivement. Il nous reste, finalement, on a le temps. On va aller à cet autre film qu'on avait sauté. Juste une question d'amour. On a une petite minute pour en parler. On a une petite minute pour en parler. C'est un téléfilm, en fait, franco-belge, mais les acteurs sont tellement mignons, magnifiques, charmants. Ça s'appelle Juste une question d'amour, du réalisateur Christian Faure. C'est paru il y a une 20aine d'années. C'est une histoire toute simple. Cédric, le jeune chercheur ouvertement gay, s'engage dans une liaison avec Laurent, un étudiant qui cache son homosexualité à ses parents. Alors ici, on fait d'abord un retour au niveau de l'acceptation parentale et du coming out, d'accord, mais c'est l'histoire d'amour entre les 2 garçons qui est craquante, on ne résiste pas à ce film-là, et la mère d'un des 2, c'est Eva Darlan, qui est une égérie de Claude Sautet, de Claude Lelouch, de Jean-Luc Godard, donc une très bonne distribution, très beau petit téléfilm qui est disponible en DVD.
Et la prochaine fois, on va parler des histoires d'amour lesbiennes. Il y en a des superbes. Tout à fait. Alors, on fera peut-être ça la prochaine. On va faire ça pour la prochaine fois, pour le 8 mars, avant le 8 mars. Et j'ai vraiment aimé te surprendre avec ces petites musiques. Super. Ah, ça fait du Merci bien. à toi. Ça me fait plaisir. Donald Bilodeau, donc, avec notre chronique Ma vie en cinéma queer qui revient une fois par mois, ici à l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canal M. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel@gmail.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur. Bien, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 61, en ce 29 mars 2024. Je vous invite aussi à nous suivre sur LinkedIn parce que de plus en plus, on est suivi là-dessus aussi, puis on peut partager des contenus de nouvelles là-dessus, contrairement aux médias de Meta. Merci à notre équipe de recherche, Marie Massé, Godric Trobe. Merci à Maurice Bolduc pour la mise en onde. Merci à toute l'équipe de Canal M qui nous supporte, qui nous appuie et qui nous aide dans cette belle aventure de l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Nous, on sera de retour la semaine prochaine, toujours à 17h lundi, donc au mois de février, 5 février, la semaine prochaine déjà. Après la pause,